Un film avec plusieurs fins alternatives, voilà qui est original. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo concernant le film L'Effet Papillon, un film à concept sorti en 2004 et réalisé par Eric Bress et Mikey Gruber. Comme son nom l'indique, le film s'intéresse à la théorie de l'effet papillon, qui prétend que si on pouvait retourner dans le passé et changer quelques détails de notre vie, tout ce qui en découle serait alors modifié. Le personnage principal, nommé Evan et joué par Ashton Kutcher, a cette faculté. Il va d'abord mettre ce don au service de ceux dont les vies ont été brisées dans leur enfance, mais va petit à petit découvrir que ce pouvoir est aussi puissant qu'incontrôlable. Il va s'apercevoir que s'il change la moindre chose dans le passé, tout le futur sera modifié. Le futur qui est en fait son présent. Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement comment fonctionne ce voyage dans le temps. En gros, c'est un petit peu le même principe que Retour vers le futur. On n'est pas sur une boucle temporelle, on est vraiment sur quelque chose où s'il change la moindre chose dans le passé, directement il se retrouve dans le présent avec toutes les modifications qui ont été apportées. En intervenant sur le passé, il modifie donc son présent et se voit de plus en plus souvent obligé de réparer les effets indésirables de ses corrections. En fait, son but à lui, c'est que tous ses amis et ses proches aient une vie heureuse dans son présent, ce qui n'est pas le cas au début, donc c'est pour ça qu'il retourne dans le passé. Et plus il change des choses, plus ça part en steak dans le présent. Alors des fois, il arrive à en sauver quelques-uns, mais il y en a toujours un qui a une vie pourrie, ou qui meurt, ou qui... voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas. La situation va commencer par devenir ingérable, et ceux qu'il voulait sauver à la base vont finir en fait en danger. Alors globalement, ce film, j'en avais entendu très succinctement, rapidement, je suis tombé dessus par hasard, je sais plus quand, et on va dire que j'ai été agréablement surpris. La mise en scène efficace nous fait sursauter plus d'une fois, surtout quand on ne comprend pas tout de suite pourquoi certains événements arrivent dans cette première moitié du film. Et oui, parce que pour expliquer brièvement sans spoiler, d'ailleurs on fera une partie spoiler un peu plus tard dans la vidéo, mais pour résumer, quand il est gamin, en fait, il a des pertes de mémoire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire quelque chose, d'un coup ça coupe, et tu le retrouves 5 minutes après, et tu sais pas ce qui s'est passé pendant ces 5 minutes-là. Et ça le fait beaucoup de fois au début dans le film, et du coup tu comprends pas pourquoi, ni d'où ça vient. Et ce n'est qu'après que tu comprends ce qui s'est passé et pourquoi ça a eu lieu. Donc c'est pour ça que de temps en temps tu sursautes, parce qu'il se passe rien, puis d'un coup il y a un personnage qui réagit comme ça, mais tu comprends pas pourquoi ni comment. Tu te poses quelques questions au début. Je me suis demandé, mais alors c'est quoi? C'est un film d'horreur? C'est quoi le principe là? J'étais un peu perdu au début. Mais petit à petit, tu t'accroches un peu à l'histoire et aux personnages. Le film explore donc ces différentes vies qu'il aurait pu avoir selon les modifications qu'il fait, ce qui est plutôt intéressant. On a des côtés positifs comme négatifs justement, et puis lui il s'efforce à faire en sorte que tout soit le plus positif possible, mais tu vois que c'est pas gagné d'avance. L'effet papillon fait immanquablement réfléchir le spectateur pendant de longues heures suivant son visionnage. Pourvu qu'on soit rentré dans le film, évidemment. J'aurais fait quoi à sa place? Mais pourquoi il est retourné là-bas et pas là? Qu'a vécu son père avant lui? Quelle vie j'aurais choisi à sa place? Qui j'aurais sacrifié? Y a-t-il vraiment un moyen de réparer le passé? Tu te demandes même comment il pourra faire d'ailleurs, et c'est tout l'objet du film. Alors personnellement, j'ai vu la fin Director's Cut, heureusement d'ailleurs, parce que pour moi c'est la vraie fin. J'ai vu les autres fins après, parce que sur le coup je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Donc moi j'ai pris le film en pleine poire comme ça. Et c'est vrai que c'est le genre de fin où tu restes là, devant ton siège, en regardant le générique avec la musique. Et puis tu te demandes ce que tu viens de regarder en fait. Et c'est vrai que pour le coup ça fait réfléchir un peu sur le sens de la vie, certaines choses. Tout le long du film j'étais un petit peu... ouais, ça va, ça passe, mais c'est pas non plus cultissime. Voilà, c'était gentil. Mais c'est vrai que la fin m'a mis un coup, je m'y attendais pas, et là tu fais ok, je comprends, franchement pas mal. Alors comme je le disais, il y a 4 fins différentes, dont 2 principales on va dire. L'une des 2 est divisée encore en 3 parties, où ça diffère de quelques petits détails, voilà. Mais on va dire qu'il y a 2 grosses fins alternatives. La meilleure étant pour moi la version Director's Cut, celle des réalisateurs. Je vous conseille donc de voir ce film dans cette version et de regarder après les différentes fins pour voir laquelle vous préférez. Personnellement, moi j'ai fait mon choix évidemment. Ça veut pas dire que les autres sont nuls, mais celle-là est dans la continuité du film, dans la même idée, et en fait elle est presque logique, alors que l'autre est un petit peu trop classique, j'ai envie de dire. Voilà, donc les acteurs, bon, ça passe correctement. C'est vrai que c'est compliqué mine de rien pour certains, parce qu'ils ont différentes vies, entre soit une vie heureuse, soit une vie très malheureuse, donc il fallait quand même jouer le même personnage mais différemment, ce qui n'était donc pas très facile, et force est de constater qu'ils s'en sortent quand même
pas trop mal, donc bravo à eux. La musique est aussi très impactante, surtout à la fin, ce qui fait que le film est quand même pour moi une réussite pour des réalisateurs qui n'avaient pas fait grand chose avant. Je crois que c'était juste Destination Finale 2 que j'ai dû voir il y a très longtemps, mais voilà, ils n'ont pas non plus de gros films à leur actif. Je ne crierai pas non plus au chef-d'œuvre parce qu'il y a quand même quelques incohérences, on va en reparler, mais globalement l'histoire se suit correctement et tu passes un bon moment, même s'il y a quelques scènes qui coincent un petit peu, qui font un peu bizarre, mais c'est vrai qu'ils forcent les traits et que les personnages sont assez caricaturaux pour vraiment montrer le fossé entre les différentes vies. Donc voilà, ça peut gêner, mais d'un côté c'est compréhensible pour qu'on puisse voir vraiment la grosse différence. Voilà, donc on va passer dans la partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, coupez ici. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors il y a 2-3 choses dont je voudrais parler dans cette partie spoiler, c'est plutôt la partie consacrée à la critique du film, parce que c'est vrai que si tu commences à critiquer dans la partie non spoiler, pour un film dans ce genre là c'est compliqué pour ceux qui l'ont pas vu, donc on va en parler maintenant. J'aimerais revenir sur le passage où il revient sur lui étant tout petit dans la cave du père qui est un petit peu pédophile sur les bords, où il arrive à lui faire changer d'avis directement, parce qu'en fait c'est le personnage de 20 ans qui parle, mais dans un corps d'un gosse de 8 ans. Donc c'est moins crédible déjà quand tu le vois parler. Et le père, tu le vois qui... d'accord, je me fais engueuler par un gosse de 8 ans, ok d'accord, je fais ce que tu m'as dit, ok. C'est quand même un point clé important, hein. Le fait que ça se passe de cette façon, j'ai trouvé ça un petit peu limite quand même. Le mec se fait impressionner par un gosse de 8 ans. Ok. Autre chose, la scène de la prison est pour moi une grosse incohérence. Ce passage où il est avec son binôme de cellules et qu'il lui dit qu'il va se passer quelque chose de bizarre, qu'il va partir dans le passé, qu'il se perfore les mains, qu'il revient dans le présent et que son codétenu vérifie que ses mains ont bien changé, qu'il a bien des cicatrices et que d'un coup il le croit. Alors là j'ai une petite question. Le film fonctionne sur des points clés que je vais appeler des points de sauvegarde en fait et des checkpoints. Tu modifies une chose, tu te perfores les mains et à partir de là tout le reste de ta vie change. Ça veut dire que théoriquement, ça peut être exactement la même vie à partir du moment où il se perfore les mains, sauf que il a des cicatrices dans les mains. Mais la vie ne change pas, mais il a juste des cicatrices. Point. Donc, si l'histoire ne change pas, il arrive quand même en prison, et il arrive en prison avec déjà les cicatrices. Donc, il ne peut pas faire le truc de « regarde, là j'ai pas, je pars dans le passé, je me perfore, je reviens, et puis hop, j'ai des marques maintenant, tu crois en Dieu ou pas ?» Vous voyez un peu l'incohérence? Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. J'ai envie de reparler rapidement des différentes fins, justement. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vu la version de Director's Cut, donc la fin négative, dramatique, on va dire. Et je vous avouerai qu'avant ça, les moments où il a sa vie alors qu'il n'a plus ses deux bras parce qu'il se les a fait exploser en essayant d'enlever la dynamite qu'ils avaient mis dans la boîte aux lettres au début. Et j'ai trouvé ces passages vachement touchants. Tout le monde est heureux à ce moment-là, sauf lui qui a ses deux bras en moins. Et la douille en plus, c'est comme il n'a plus ses bras depuis tel âge, on va dire c'était 13-14 ans je crois, ça veut dire que après, tout ce qu'il avait écrit dans son autre vie n'existe pas, puisqu'il ne peut plus écrire, étant donné qu'il n'a plus le bras. C'est-à-dire que s'il veut revenir dans le passé, c'est vraiment encore au tout début, et c'est comme ça que, du coup, que le film va se finir, au point de départ, avec la scène de l'accouchement de sa mère, qui va mal finir, du coup, vu qu'il va choisir de s'étrangler avec son cordon ombilical, ce qui est assez hardcore, il faut l'avouer. Et c'est là vraiment que tu te poses beaucoup de questions, parce que je crois que c'est la 3e fausse couche qu'elle fait, et étant donné que le père avait déjà cette malédiction, on peut quand même parler d'une malédiction je pense, tu te dis que les 3 enfants avant ont eu la même chose mais ont terminé de la même façon. Et là je trouve que c'est même encore plus dramatique. C'est pour ça que c'est un petit peu le genre de film à regarder 2 fois, parce qu'au début tu découvres, c'est un peu la surprise évidemment, et après quand tu le revois en connaissant ce qui se passe, tu comprends mieux l'interaction entre les personnages et ça rend le film encore plus intéressant. Je ne m'attendais à rien de particulier étant donné l'acteur principal que j'avais vu dans 2-3 films plutôt pour adolescents, mais il faut avouer que l'idée est quand même bien traitée, malgré quelques défauts que j'ai énumérés, et que l'histoire tient quand même la route. Donc franchement, bravo au réalisateur, parce que même la musique est vraiment présente et très prenante, donc ça fonctionne très bien. Après, je peux aussi comprendre que ça ne plaise pas, parce que si tu ne rentres pas dans le film, l'histoire c'est mort pour toi. Donc forcément, c'est un film à concept qui ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, ça faisait du bien de revenir un petit peu aux sources après faire quelques épisodes de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, j'espère vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo sur un autre film, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!